L'objectif, ça sera essentiellement de répondre à vos questions. J'imagine qu'ils seront nombreuses. L'objectif avec les participants, c'est d'aborder l'intégralité du financement d'un projet. Et je leur passe les paroles et ils vont se présenter. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Gabriel Ferton, animateur sur le marché de l'agriculture au Crédit Mutuel Nord-Europe pour les départements du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise. Donc, moi, je travaille au sein d'une organisation dans laquelle nous avons 10 chargés d'affaires spécialisés agri, donc qui interviennent sur les projets spécifiques, que ce soit d'installation ou de transmission d'exploitation, mais également sur des financements tels que la méthanisation. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc Geoffrey Masson, moi je représente ici l'entreprise Mimosa, donc, qui est intermédiaire en financement participatif. Donc pour ceux qui ne seraient pas à jour sur ces thématiques, le financement participatif, c'est vraiment le financement des projets par le grand public, hein, ou des personnes morales, hein, sur le territoire concerné par ces projets. Donc nous, on est vraiment spécialisé chez Mimosa sur l'agriculture et l'alimentation. Donc on est aujourd'hui une trentaine de personnes à travailler pour cette entreprise. On a financé un peu plus de 2300 projets en 5 ans, en 5 ans d'expérience, en 5 ans de création. Et aujourd'hui, on se spécialise donc sur la méthanisation. Et donc, on va intervenir vraiment avec 3 piliers davantage sur cette thématique de la production d'énergie renouvelable chez nos agriculteurs. Le premier va vraiment être le côté financement, c'est-à-dire un financement quasi fonds propres, sans garantie, sans caution, sans hypothèque demandée, et avec une notion en fait de blocage de l'argent qui permet donc de rentrer dans ce qu'on appelle les quasi fonds propres. Une fois de plus, on n'intervient pas au capital des entreprises, mais on reste sur des notions de financement par la dette. Donc on est créancier au même titre qu'un intervenant bancaire. Un deuxième pilier davantage qui va être l'acceptabilité sociétale des projets, où en fait on va pouvoir cibler des zones géographiques bien spécifiques dans le lancement des collectes, et donc communiquer derrière, soit par email d'une manière assez générique, ou via nos réseaux sociaux, via nos présences au salon, vraiment sur des échelons locaux. On va accompagner aussi bien évidemment le porteur de projet pour que lui-même puisse mettre en place une communication locale de son projet. Donc ça va être fournir des supports et autres. Et un troisième pilier que j'appellerais plutôt un gain en crédibilité technique, c'est-à-dire qu'on va aussi profiter d'une collecte de financement participatif pour pouvoir faire en sorte que les acteurs techniques du projet, architectes, terrassiers, constructeurs, ensembliers et autres, puissent directement venir investir dans le projet, et donc aussi permettre aux porteurs de projet de gagner en crédibilité technique. Voilà. Bonjour à tous, Angélique Grolot. Moi, je suis analyste crédit au Crédit Mutuel. Donc, mon objectif, au quotidien, c'est de pouvoir étudier les dossiers de crédit qui remontent en fait depuis le réseau sur des dossiers qui sont particulièrement soit complexes, soit avec un risque important ou des montants de crédit importants, donc notamment sur les projets de méthanisation. Et donc, mon objectif, c'est de pouvoir valider la faisabilité, regarder tous les points qui feront justement la faisabilité du dossier, que ce soit en termes humains, de compétences techniques, au niveau juridique, au niveau de la propriété du foncier, et d'établir et de valider les plans de financement qui sont réalisés, donc avec notamment des apports, donc on en a discuté, et puis les durées de financement, les garanties, tout ce qui est là pour pouvoir justement valider la faisabilité globale du projet. Oui, bonjour, Benoît Deltour, GRDF. Donc, je suis ingénieur d'affaires en fait sur la partie Hauts-de-France pour accompagner les porteurs de projets dans leur développement, mais également en fait en charge de la thématique financement sur la région Hauts-de-France, c'est-à-dire que GRDF aussi est un animateur en fait de la filière. Et ben, il réunit l'ensemble en fait des acteurs de la filière pour essayer de trouver des solutions collaboratives. Et à ce sujet, en fait, vu le contexte qui va changer prochainement, on souhaitait en fait justement axer un peu plus en fait les échanges en fait dans la filière autour du financement. Le financement en fait étant composé de 2 grandes thématiques, la dette bancaire que représente aujourd'hui par exemple le Crédit Mutuel, mais également en fait les fonds propres, hein, qui sont vraiment impératifs pour pouvoir accéder au financement. Et dans ces fonds propres, ces quasi fonds propres, comme l'a précisé Mimosa, on peut retrouver plusieurs composantes. Mimosa par le financement participatif ou d'autres acteurs, les SEM énergie, bien sûr le capital en fait ramené en fait par les porteurs de projets. Et donc c'est voilà, vraiment le but en fait
pour GRDF dans l'animation de la filière est réellement en fait de recenser finalement les différentes sources en fait possibles de financement et bien évidemment en fait de les communiquer aux porteurs de projets. Bonjour, Sébastien Chaplet. Donc moi je dirige la SEM Énergie Hauts-de-France. Donc c'est une société d'économie mixte qui est capitalisée par la région, par quelques collectivités territoriales et quelques acteurs bancaires. Notre objectif, c'est d'accompagner des porteurs de projets pour des projets d'énergie renouvelable, dont la méthanisation. Comme on vient de le dire, vous avez effectivement plusieurs sources de financement possibles. Les subventions, d'une part. Bon, là, c'est plutôt l'ADEME, la région, l'Europe qui sont les sources de ces financements-là. Vous avez donc effectivement les banques qui vont apporter la plupart du temps la majeure partie du financement, mais qui également des apports en fonds propres et la SEM est capable donc de mobiliser son financement pour participer à cette montée des fonds propres et donc entrer au capital des sociétés de projets créées pour les unités de méthanisation et donc ensuite être partenaire du projet, actionnaire du projet, de la société de projet, et donc d'apporter des fonds propres quand il est nécessaire d'apporter parfois plusieurs centaines de milliers d'euros de fonds propres quand on a des projets de méthanisation qui coûtent quelques millions d'euros. Et donc aujourd'hui, nous entrons au capital de quelques projets en région Hauts-de-France sous forme de capital évidemment, donc on entre de façon minoritaire, toujours 10, 15, 20% maximum, et ensuite on apporte des comptes courants d'associés pour permettre de mobiliser les fonds propres nécessaires demandés notamment par les banques. Je vais reprendre un certain nombre de grands mots qui ont été cités. Capital, investissement, des aspects techniques, des aspects sociétaux. Ça démontre la complexité d'un projet de méthanisation. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est rentrer dans le vif du sujet. Vous avez des experts à votre disposition et on va répondre à vos questions. Première question. Oui. Alors, au niveau de la politique Crédit Mutuel sur les projets de méthanisation, on demande un apport minimum, alors que ce soit en subvention, en apport en fonds propres, etc., un apport global. Donc toute la partie apport, en différenciant de la partie financement bancaire, qui soit minimum de 20%. Pour avoir une ordre d'idée, c'est au minimum 20% du projet. On suit quelques projets et on se rend compte que ça peut être assez variable d'un projet à l'autre. Notamment, il y a la notion de risque qui est également présente. Et globalement, plus le projet sera sécurisé, plus la banque aura tendance à accepter une part de fonds propres limitée. Et donc, il y a des critères qui permettent d'évaluer le risque d'un projet. Et donc, effectivement, le seuil de 20% est un seuil classique, mais il peut varier en fonction des projets, en fonction des banques et en fonction des acteurs à accompagner. Donc quand vous dites, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, monsieur. Oui, Jean-Michel Daniel, administrateur du Crédit Mutuel. Question en termes, disons, dès que l'ensemble, disons, des financeurs que vous êtes, le Crédit Mutuel, les experts, etc., quand il y a un montage financier, ça veut dire qu'il engage aussi un retour sur investissement. C'est-à-dire, le but final, c'est une affaire du business, c'est du commercial, c'est une partie commerciale. Donc il y a des investissements, il y aura des recettes. Ces produits vont se diriger vers, disons probablement de réinjecter sur des réseaux gaz ou autres, puisqu'il y a GRDF, etc. Donc est-ce que globalement, dans l'approche globale, je regarde plus particulièrement le Crédit Mutuel, est-ce qu'il y a un retour sur investissement pour, je pense, un groupement de
agriculteurs, par exemple. Et exactement. De toute façon, comme tous les projets qui sont réalisés que l'on finance, on va les financer si on y croit et s'il y a réellement un intérêt derrière. Et donc la faisabilité économique du projet, elle fait également partie de nos critères en fait de risque qu'on a et qu'on doit valider. On a parlé d'un apport que l'on doit avoir. L'aspect faisabilité et risque et la rentabilité du projet, on a également des critères bien spécifiques par rapport à ce point-là. Le but, c'est quand même d'avoir une rentabilité de l'unité de méthanisation dans ces cas-là. Peut-être, c'est vrai qu'en fonction du type de financement, l'intérêt d'une rentabilité est différente. Si vous êtes prêteur, le premier critère, ça va être est-ce que vous allez être capable de rembourser les emprunts. Après, que le projet fasse des bénéfices ou pas, à la limite, c'est pas le plus important, même si on considère qu'un projet qui ne fait pas de bénéfices est un projet plus fragile, sans doute, mais le premier critère, c'est est-ce que vous êtes capable de rembourser les emprunts. Quand vous êtes avec un investisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient au capital, c'est-à-dire que lui, sauf si c'est des comptes courants d'associés où il se fait effectivement, il prête de l'argent, donc il se fait rembourser avec les taux d'intérêt. S'il rentre au capital, lui, ce qu'il va attendre, c'est des dividendes. Et donc là, c'est clairement la rentabilité du projet qui représente l'intérêt de son investissement. Donc là, il prend un risque qui est plus important, puisque effectivement, quand on est une banque et qu'on prête, les taux sont bas, mais il y a des garanties, il y a des assurances, on va dire, d'être remboursé. Quand vous entrez au capital, ben, vous prenez le même risque que l'industriel qui investit, l'agriculteur ou l'industriel qui investit, les mêmes risques et également les mêmes bénéfices. Je vais juste peut-être compléter, c'est en effet, il y a le retour sur investissement observé, en règle générale, c'est entre 7 et 10 ans pour des projets qui s'étalent en fait sur 15 ans. Parce que pendant 15 ans, en fait, vous avez un contrat qui vous garantit un tarif de rachat, donc une recette en fait fixe. Donc voilà un peu l'ordre de grandeur qu'on peut observer sur l'ensemble des projets. Compte tenu de la complexité de la mise en œuvre des projets, oui, c'est pas des associations loi 1901, c'est une chose un peu dommage. J'avais une question sur le niveau de sécurisation et qu'est-ce qui rentre dans votre analyse de la sécurisation, puisque vous disiez que le niveau d'apport dépend du niveau de sécurisation des projets. Qu'est-ce qui rentre dans vos critères d'analyse de sécurisation de risque? Ouais. En termes de risque, en fait, on va regarder le projet en fait dans sa globalité. Nous, l'objectif, c'est pas uniquement de regarder seulement le point faisabilité et le solde qui reste après avoir remboursé la banque, par exemple. On va pas uniquement regarder que la technicité. En fait, on va avoir une obligation compte tenu du risque global d'un projet de méthanisation, parce que en termes de montant, on est quand même sur des montants conséquents, du fait qu'on soit aussi sur un risque industriel. Tout ça fait en sorte qu'on est obligé d'avoir une vision globale. Donc, on va vérifier qu'en termes, par exemple, environnemental, on ait bien toute la réglementation qui soit OK. Au niveau sociétal également, on va avoir des critères également donc en termes d'apport. Le but, c'est justement de pouvoir avoir une maîtrise du risque global. On va regarder par exemple en termes de technicité. Est-ce que les porteurs de projets, ils ont une certaine technicité? Est-ce qu'il y a des formations qui sont prévues, etc. On va regarder si le constructeur il a de l'expérience également, si ces unités de méthanisation et les processus qui vont être utilisés ont déjà fait leurs preuves ou non. Forcément, si on est sur quelque chose de très novateur, le risque est d'autant plus important. C'est tous ces éléments-là en fait qu'on va venir vérifier. Il y a d'autres éléments également sur le projet global, par exemple sur les unités de méthanisation en particulier, tout ce qui est lié aux intrants qui vont être apportés dans l'unité de méthanisation. Exactement. Nous, par exemple, on a une norme au Crédit Mutuel. On considère qu'au minimum 60% des intrants qui sont apportés dans l'unité doivent être soit en apport directement par les exploitants qui portent le projet, ou alors, si on n'est pas à 60%, d'avoir des lettres d'intention ou des contrats provenant d'industriels ou autres, tous ceux qui pourraient apporter en plus, pour qu'on sécurise au maximum justement le projet dans sa globalité. Pareil pour qu'est-ce qu'on fait du digesta. Est-ce qu'en termes de plan d'épandage, etc., est-ce que tout ça, c'est bien calé? Nous, on arrive à un moment, en termes de financement, quand moi je réalise les études, on arrive vraiment plutôt sur une phase bien avancée du projet, où normalement, toutes ces questions-là ont dû être réfléchies par les porteurs de projet, et on doit vérifier tous ces éléments-là. S'il y a un point qui pose problème, c'est un risque supplémentaire forcément pour la banque, mais également pour les porteurs de projet.
Donc c'est aussi notre rôle que de vérifier l'intégralité du projet. Vous avez des référents techniques au sein de... Exactement. Moi, mon objectif, c'est de faire de l'expertise au sein du Crédit Mutuel. Donc, on a toute une équipe d'agences et de conseillers commerciaux qui peuvent justement être là pour faire les entretiens avec les clients. Moi, par exemple, je suis basée au siège à Lille. Et donc, les projets de méthanisation en particulier remontent tous au siège pour qu'on puisse justement faire une étude bien spécifique. Et on a des normes et des critères à respecter à ce sujet. Oui, voilà, pour compléter, donc effectivement, sur le terrain, des spécialistes agricoles qui interviennent sur les projets, qui écoutent les projets des porteurs. Malgré tout, on va aussi se baser sur des expériences et des études complètement indépendantes des constructeurs. On va faire appel à des experts type chambre d'agriculture qui ont des services qui sont complètement neutres et qui sont aussi très importants pour nous et nous aident dans la prise de décision. Aussi un dernier point sous couvert évidemment de l'organisme bancaire, mais je pense qu'il y a un point qui est aussi capital et qui instaure vraiment la confiance au début, c'est la gouvernance. Je pense qu'on ne le rappelle pas assez, mais voilà, afficher une gouvernance qui est stable, où le rôle de chacun est identifié, comment le banquier peut aussi se projeter, je pense, dites-moi si je me trompe, et voilà, dans un horizon, je dirais, futur assez serein sur l'entente entre les différents associés. Ouais, effectivement, vous faites bien d'aborder ce sujet. L'humain est très important dans ce type de projet, puisque généralement, compte tenu de la taille des projets, c'est des projets associatifs, donc création de sociétés. D'ailleurs, tu pourras peut-être revenir un petit peu là-dessus, Angélique, sur les sociétés, où vraiment l'atelier méthanisation doit être abordé de façon séparée des exploitations, avec les rôles bien définis de chacun, bien appréhender le travail que va nécessiter cette unité de méthanisation. On ne peut pas dire on va réaliser cette unité de méthanisation et puis la main-d'œuvre, on verra bien, on va s'arranger un petit peu, on fera ça entre deux. Ça, c'est sûr que ce n'est pas possible, c'est voué à l'échec. Il faut vraiment que tout soit bien défini dès le départ. Oui. Alors, la particularité des financements spécifiques sur la méthanisation, alors il y a plein de critères liés justement au type de financement, ne serait-ce que par exemple la durée du financement. Sur les durées de financement, on va différencier en fait les différents investissements dont on a besoin quand on liste tous les besoins dont on a besoin pour le projet. Ça va passer de l'unité de méthanisation en elle-même, le moteur pour la cogénération, tous ces éléments-là. Il y a du besoin en fonds de roulement dont il y a également besoin. Il y a également peut-être du matériel pour la manutention, etc. Il y a besoin de ces choses-là. Donc on va caler les durées de financement en fonction justement des différents objets. Par exemple, du BFR, on va partir sur une durée aux alentours de 5-6 ans. Quand l'unité de méthanisation, on sera plutôt sur du 12-15 ans grand maximum. Ça, c'est pour vous donner une idée donc, par rapport aux durées de financement. À côté de ça, on va mettre en place ce qu'on appelle des différés pour laisser le temps en fait à l'unité de se mettre en place, le temps que les travaux soient réalisés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des différés, des périodes de franchise, où on va payer uniquement les intérêts, mais le capital sera remboursé à partir de 12 à 18 mois, durée approximative entre le moment où on commence les premiers déblocages de fonds et à partir du moment où l'unité elle est en route. On porte un point d'attention aussi sur le montant du besoin en fonds de roulement qui doit bien être calculé. L'objectif, c'est justement qu'en termes de trésorerie, tout soit bien mis en œuvre pour qu'on n'ait pas de souci de trésorerie. Après, en termes de garantie, on va avoir justement des garanties spécifiques liées au projet de méthanisation qui vont passer par des DAI, par exemple, sur les contrats EDF, GRDF. Des choses bien spécifiques sur la partie méthanisation. Et en parallèle, du coup, des garanties liées finalement au risque global du projet, au montant du projet,
qui vont passer par exemple, une prise d'hypothèque sur le terrain sur lequel l'unité de méthanisation est prise. Ça peut passer après sur tous les types de garanties qui existent, que ce soit du cautionnement, personne physique, personne morale. Ça peut être également du nantissement de fonds, ça peut être des hypothèques sur des biens autres, toutes les garanties possibles. On a également des organismes de cautionnement qui existent, type BPI ou CIAGI, qui peuvent également se porter caution sur ces financements. Pour éclaircir, vous autorisez à prendre des garanties sur des garanties personnelles, par exemple, de la part des porteurs de projet sur leur patrimoine. Alors, exactement. Alors après, tout dépend du projet, tout dépend de la façon dont il est monté, qui emprunte, est-ce que c'est une société en particulier, enfin, c'est tous ces éléments-là qui sont vérifiés. Mais donc oui, il y a bien des garanties qui sont prises de toute façon, compte tenu des montants, les garanties sont obligatoires. Voilà. Moi, je tiens à souligner par rapport aux interventions précédentes que ce sujet de la garantie, parce qu'il faut en parler et vos interventions et vos questions sont légitimes, mais sur des projets, sur ce type de financement, ça vient très largement à la fin. Les sujets principaux, c'est ce qu'on a abordé en premier point, c'est-à-dire la partie capitalistique et la partie fonds propres. Parce que ça, cet élément, il est complètement déterminant. Peut-être que mes collègues veulent y revenir. Alors, donc quel droit de regard la SEM a sur le projet? Qu'on rentre en capital, ça veut dire qu'on devient actionnaire et qu'on prend les risques identiques aux porteurs de projet. Néanmoins, la SEM, aujourd'hui, elle est financée par des fonds majoritairement publics, la région, des collectivités, la Caisse des dépôts. Et donc, elle a une approche un peu différente des fonds d'investissement classiques. Alors évidemment, elle ne va pas aller sur des projets où elle estime que le risque est trop grand et le projet mal monté. Elle va aussi regarder ces critères-là, mais elle va aussi regarder si c'est un projet intéressant pour le territoire. Elle va plutôt être intéressée quand, contrairement à ce qu'on a pu voir avant, les intrants viennent d'un territoire un peu plus large et pas simplement un projet on va dire patrimonial d'un acteur local, même si on peut aider ces projets-là aussi. Et l'idée, c'est vraiment d'être accompagnateur du projet, aider le projet, et donc être aux côtés du porteur de projet pour lui apporter un peu de technicité, un peu de compétences sur le sujet. Ça reste le projet du porteur de projet, c'est la plupart du temps son terrain, ses matières, c'est son projet. Et donc, on vient l'aider, mais on reste à notre place en tant que financeur. Il n'y a pas d'ingérence, il n'y a pas de volonté de prendre à son compte le projet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, souvent, on se limite à 10, 15, 20% maximum de l'entrée au capital de ce type de projet. C'est pour apporter les fonds qui permettent parfois à un projet de se débloquer parce que jusqu'alors, les fonds propres étaient insuffisants pour permettre d'aboutir à des emprunts. Et l'émergence de la SEM, la SEM a été créée pour ça, c'est-à-dire c'est en identifiant que sur certaines filières ENR, il y avait des problématiques de fonds propres et donc des projets qui ne se faisaient pas à cause de cela que la SEM a été créée. Oui, tout à fait. Donc, on travaille avec des obligations principalement.
simples ou convertibles. Et l'idée, c'est de les ouvrir même aux personnes morales. C'est-à-dire que les personnes morales et physiques peuvent venir prendre part au financement, que les collectivités peuvent aussi. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'ouvrir le plus possible la collecte à tous les acteurs qui pourraient être concernés par le projet, personnes physiques ou morales. En termes de retour sur investissement, donc une fois de plus, on va nous aussi mener une analyse risque sur chaque projet que l'on accompagne. Le risque est porté par l'investisseur, puisqu'il n'y a aucune garantie demandée aux porteurs de projet, mais nous, on est quand même là pour faire barrière et pour proposer sur la plateforme uniquement des projets qui sont viables et qu'on a identifiés comme tels. Donc je ne vais pas revenir sur la partie analytique, on travaille sur les mêmes critères que les banques d'une manière générale, avec des experts et en s'appuyant aussi sur des expertises extérieures, type chambre d'agriculture et autres. Et en termes de rendement moyen, on va avoir des taux fixes, des taux nominaux, fixes annuels, qui vont tourner entre 4,5 et 6,5% par an. La proximité du réseau, évidemment, n'est pas négligeable, et c'est pas du tout le point qui permet en fait de dimensionner le projet, d'implanter le projet. Ce qui est important en fait pour un projet, c'est d'implanter au barycentre, je dirais, des sources d'intrants et des surfaces d'épandage. Et aussi, bien évidemment, un sujet, donc, qui est un peu en dehors du financement, mais de faire très attention en fait, à l'acceptabilité, se mettre le plus éloigné possible en fait, des riverains. Là, en fait, les deux critères qui permettent d'emplacer le réseau. Après, vous parlez de la chaussée Tirancourt, alors on est à proximité d'Amiens, et il y a le réseau GRDF qui sont à proximité. Donc je dirais que c'est pas... On tire demain 1, 2, 3, 10 km pour se raccrocher au réseau, en fait, n'est pas le point dimensionnant en fait, du projet, même financièrement parlant. Je pourrais se répondre après. Alors sur le financement, nous on intervient via Mimosa sur du financement par la dette, donc on ne va pas être au capital et dans la gouvernance des projets. Donc sur la partie opérationnelle, il n'y aura pas d'assurance quelconque de notre côté. On ne prend pas non plus d'assurance sur le financement. En revanche, il y a à peu près deux schémas qui peuvent se dessiner sur le financement. Soit on intervient vraiment dans les prémices du projet, c'est-à-dire quand le projet n'est pas encore finalisé, et à ce moment-là, on va financer des frais de développement. Et donc, on va prendre des garanties à première demande sur des sociétés actionnaires, par exemple, et autres cautions pour se couvrir à ce niveau-là. Soit, dans ce qui représente 95% des cas, on intervient au même moment que nos collègues banquiers sur le financement long terme une fois que le projet est bouclé. Et à ce moment-là, il y a des clauses suspensives classiques sur tout ce qui va être réglementaire, risque, décaissement des autres financeurs, etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors moi, je ne serais pas la bonne personne pour vous parler d'assurance sur le risque d'exploitation. Moi, pour répondre rapidement sur cette question-là, il y a des assurances qui sont demandées, notamment l'assurance perte d'exploitation qui peuvent être prises en compte. Il y a des assurances aussi sur l'aspect construction même et le constructeur, l'installateur de l'unité de méthanisation. Après, globalement, c'est le principe des assurances. L'objectif, c'est d'éviter d'avoir justement ces problèmes-là. Je pense que c'est surtout ce qu'il faut faire, c'est en amont du projet,
essayer de s'entourer le plus de personnes possible et le plus de compétences techniques. Et on parle notamment justement au niveau bancaire, on aime avoir des prévisionnels qui soient réalisés par des bureaux d'études qui soient indépendants, parce que ces personnes-là maîtrisent aussi d'un point de vue technique tout l'aspect global, que nous on va également revérifier point par point. Mais de ce fait, c'est des personnes qui vont pouvoir accompagner sur chaque élément, et notamment ces points-là qui pourraient poser problème par la suite. Le but, c'est justement, à chaque risque possible, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, le but, c'est qu'à chaque risque possible, en face, on ait une solution où il y ait quelque chose qui soit mis en place pour pouvoir limiter au maximum le risque. Pardon ? La chambre, elle met l'accent là-dessus. Ouais, comme les chambres d'agriculture en termes de bureaux d'études indépendants. Exactement. J'avais une question par rapport au Mimosa. Est-ce que l'on peut demander à Mimosa un financement participatif localisé? Est-ce qu'on peut mettre des bornes? Oui, tout à fait. On peut limiter les collectes à certaines zones géographiques, donc pas trop quand même, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir se limiter à la commune ou aux communes limitrophes, parce que sur des montants assez élevés de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, ce serait pas pertinent. Mais on peut les limiter au canton, par exemple. Et nous, derrière, technologiquement, on va faire la limitation par l'inscription en fonction du code postal de chaque personne qui va s'inscrire, personne physique ou morale. Souvent, ce qu'on peut faire, et ce qu'on incite à faire avec nos porteurs de projet, c'est de diviser la collecte en deux phases. Une phase locale, où on va intensifier justement nos efforts de communication sur le territoire, pourquoi pas avec une bonification de rémunération ou ce genre de choses. Et ensuite, pour s'assurer de pouvoir atteindre les objectifs de collecte dans le temps convenu, on va ouvrir la collecte à une zone géographique plus large pour toucher plus de personnes. Mais oui, du coup, oui, c'est possible. Je reformule, mais vous l'avez compris, le financement participatif est une façon de lever des quasi-fonds propres, mais également un outil de communication. Donc je disais, le financement participatif est un outil, une possibilité de lever. Ah, on prend un autre. Je recommence. Vous m'entendez? Ouais. Bon, je disais que le financement participatif était en effet un outil pour lever des quasi-fonds propres et pour avoir accès au financement. Il est également un outil de communication et de cohésion territoriale pour une meilleure acceptabilité des projets. Il y a vraiment les deux facettes dans cet outil, quoi. Et d'ailleurs, à ce titre, on expérimente avec Mimosa justement une plateforme commune pour réussir finalement à baisser, à augmenter l'acceptabilité des projets sur le territoire pour les projets en cours. Plateforme dont les premiers projets vont démarrer en janvier 2020. Donc c'est vraiment demain, quoi. Et on appelle ça le PPC. Public, privé, citoyen. C'est la préfète de la Somme qui l'a dit le 27 mars. Madame, vous avez une question? Oui, est-ce que l'ADEME subventionne encore les projets de méthanisation? Tu veux que je réponde? J'ai vu quelques acteurs de l'ADEME qui sont entrés dans le bus. Il y a Marie qui est là-bas. Il y a Julia, alors c'est la région qui est là aussi, donc il serait plus à même évidemment de répondre. Ce que je peux dire, c'est que oui, il y a des financements par subvention qui sont octroyés par l'ADEME et la région. Aujourd'hui, les projets se multiplient. L'enveloppe, alors, elle n'est pas forcément constante, mais ça veut dire que le niveau de subvention par projet risque de diminuer, puisque le nombre de projets explose. Mais c'est toujours possible. Il y a effectivement des enveloppes importantes prévues à la région, à l'ADEME, pour financer ces projets. Peut-être, voilà. Oui. Si vous voulez prendre le micro. Merci. Donc, je suis Marie Tison de l'ADEME, de la Direction régionale Hauts-de-France. Oui, il y a toujours des subventions à l'ADEME. Il y a toujours autant de fonds pour l'ADEME. Il n'y en a pas moins. Sachez qu'il y en a beaucoup pour l'injection. Sauf qu'il y a beaucoup de projets. Donc, l'ADEME, tout comme la région, on ne peut pas tous les financer. Et il y a une autre part, c'est pas qu'on donne moins, c'est que les projets sont plus rentables, sont mieux ficelés. Donc, effectivement, les analyses que nous faisons, que ce soit techniques ou financières, amènent que la région ou l'ADEME ne mettent plus des 1 million d'euros de subventions, mais des fois, on est un peu moins parce que les projets sont plus rentables. Après, on a aussi des critères
critères d'éligibilité, aujourd'hui, des projets, je vais prendre juste un exemple. Demain, un projet avec un plan d'appro à 80% de CIV, vous pouvez oublier les subventions ADEME. Nous, c'est de l'économie circulaire, c'est de local, ça veut dire avant tout de valoriser des déchets locaux. Les CIV, pour nous, ce n'est pas des déchets locaux. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux porteurs de projets, qu'ils soient industriels ou agricoles, de pouvoir travailler avec l'ensemble des partenaires du territoire, que ce soit les collectivités, que ce soit les acteurs privés, enfin voilà, d'avoir une vraie conception du projet sous l'angle de l'économie circulaire, comme l'entend notamment l'ADEME, mais également on partage beaucoup avec la région. Sur les cives, nous, on va être maximum, y compris avec des cultures principales s'il y a, même si elles sont plafonnées à 15% pour la loi, pour l'ADEME. Je précise bien, puisque pour côté conseil régional, ça peut être différent. Je me permets, Julia, si c'est un projet dans jusque fin 2020, on va dire un projet dans l'ex-Picardie, le taux de culture principale, c'est 0. D'accord. Si vous avez un projet jusque fin 2020 dans la partie ex-Nord-Pas-de-Calais, la région au titre du FEDER, c'est limité à 10%. D'accord. L'ADEME, c'est 15%. Dans tous les cas, CIV plus culture principale côté ADEME, c'est 50% maxi. Après, c'est des déchets du territoire, ou des déchets après autres. Mais au moins, il y en a, au mieux on se porte. Les CIV, c'est avant tout pour eux. Après 2020, eh ben, on verra. Pour l'instant, une année à la fois. Déjà, il y a des fonds ADEME pour 2020, ce qui n'était pas forcément joué. Alors, on n'intervient pas que sous forme de subvention, hein, puisque on peut aussi avoir des aides remboursables. Après, on imagine d'autres dispositifs, mais c'est vrai que ça soit la SEM ou que ça soit des plateformes collaboratives type Mimosa, pour nous, on estime que ça fait partie des financements d'avenir, quoi. Bloquant, j'aime pas ça, mais pas bloquant. Oui. Est-ce qu'il y a toujours le blocage existant, bénéfice des certificats d'économie d'énergie, qui correspondent à certains appareils qui rentrent dans la construction du méthaniseur, versus les subventions que vous pouvez verser? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, aujourd'hui, à la date du 4 décembre, si un investissement peut bénéficier de ces 2E, l'ADEME ne peut pas financer. Voilà. Je dis aujourd'hui parce qu'il est possible que ça évolue au 1er janvier. Ça sera un effet de la loi. Hein. Ouais. Faut savoir que dès qu'il y a un investissement qui est subventionné, enfin qui peut bénéficier de certificats d'économie d'énergie, la loi disait que l'ADEME n'avait pas le droit de financer. Il est possible maintenant sur quel type d'investissement Je vais donner la micro à la région. Oui, donc Julia Mallet, Région de France. Je n'ai pas encore eu le cas de l'association C2E avec un financement région. Donc là, je peux pas vous répondre. Par contre, je partage tout à fait l'analyse de Marie Tison donc, sur l'analyse économique des projets qui nous indique qu'effectivement, au fur et à mesure des mois, on peut commencer à parler d'années maintenant, les projets sont de plus en plus rentables, ce qui nous a conduit effectivement à baisser la part de subvention, puisqu'on n'est pas là pour rendre encore plus rentable un projet privé. Voilà, c'est des fonds publics, on a des comptes à rendre. Nous, en ce qui concerne la région, c'est essentiellement avec du FEDER que l'on finance les projets de méthanisation, donc on a des comptes à rendre à l'Europe. Donc voilà, on est contraint effectivement à ces analyses économiques là-dessus. Après, en ce qui concerne les CIV, le premier critère d'éligibilité, que ce soit pour le programme opérationnel FEDER, Nord-Pas-de-Calais ou Picardie, c'est le traitement territorial des déchets. C'est vraiment la philosophie sur laquelle les deux régions se sont basées lors de l'écriture des PE en 2013 à peu près. C'est que vraiment, il doit y avoir
beaucoup, la prise en compte de l'économie circulaire autour des unités de méthanisation. Je ne dis pas qu'il y a des unités qui sont bien, pas bien. En tout cas, les régions avaient fait ce choix-là d'accompagner les unités de méthanisation qui traitent les déchets territoriaux. Donc évidemment, quand on lit ce critère en creux, l'ADEME a fixé à 50%, mais moi j'ai pas de pourcentage, mais plus il y a de cives comme intrant dans l'unité de méthanisation, au moins ce critère est respecté. Voilà. Très bien, merci. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Oui. Juste un petit rappel par rapport à ce que tu disais, Julia, c'est en effet les cives, je comprends totalement le débat sur les cives, sur le fait de produire. Après, c'est aussi produit localement sur les exploitations. Enfin, c'est aussi à rappeler que c'est... Bien sûr, non, mais bien sûr. Ah, mais je comprends. On ne dit pas non aux cives, elles sont là. Sauf qu'on fait attention aux dérives. Parce qu'il y a des dérives qui apparaissent, où aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui ne produisaient pas de cives et qui produisent des cives aujourd'hui pour alimenter leur méthaniseur. Et ça, c'est les dérives qu'on veut éviter. On prend totalement la vigilance. Après, tout dépend de l'équilibre. Et après, juste aussi, pour rappeler par rapport aussi, je pense, à la sécurisation des intrants, c'est aussi important de pouvoir stocker la matière parce qu'on sent aussi, justement, par rapport aux aléas climatiques, qu'il peut y avoir aussi ces... Voilà. Voilà, et les pratiques aussi qui font aussi... qui peuvent compliquer en fait la tâche de l'agriculteur. Donc c'est pour ça l'unité de méthanisation ne doit pas bouleverser l'assolement d'un agriculteur. Et voilà, il faut trouver, et je pense que c'est possible, de trouver un bon équilibre entre la sécurisation du gisement qui permet aux banques de prêter, avec une aide aussi type subvention jusqu'à aujourd'hui pour apporter de l'autofinancement et pouvoir déclencher le prêt, sans pour autant partir sur une production de maïs ou autre qui bouleverse totalement la vie de l'agriculteur. C'est pas le but. On est bien en ligne. Bien, merci. Je ne sais pas si on a d'autres questions quant à l'accompagnement des projets. Parce que là, tout ce qu'on a dit était très intéressant par rapport à donc, tout ce qui est plutôt aspect réglementaire au niveau des subventions. D'autres questions? Au fond, peut-être? Non. Je vous propose de prendre encore deux questions et puis ensuite chaque intervenant conclura avec son conseil par rapport au financement d'une unité de méthanisation. Allez, deux dernières questions, s'il vous plaît. Oui. On demande un cofinancement, par exemple. La constitution d'un pool bancaire. Ouais, constitution. On n'a pas de... Tout dépend des projets. Oui, alors en fait, au niveau de la constitution d'un pool bancaire, effectivement, c'est une solution, puisque en termes de risque et de dimension des projets, c'est tout à fait envisageable. On en a d'ailleurs réalisé. Après, on n'a pas de montant défini en disant, par exemple, à partir de 3 250 000, on va faire un pool bancaire. Non, c'est effectivement le projet dans sa globalité, l'analyse du risque qui va nous dire, écoutez, dans votre projet, on y croit, on souhaite vous accompagner, mais on ne peut pas porter le risque seul. Mais on n'a pas de seuil de déclenchement, je dirais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Après, il y avait une autre question donc, qui était pour... Alors, donc, la question portait sur quelle rentabilité la SEM attend et quelles modalités dans les prises de capital et dans les prêts en compte courant d'associés.
comme je l'ai dit tout à l'heure, notre objectif, c'est de faire en sorte, enfin ce qui a été assigné à la SEM, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de mégawatts de biométhane qui soient injectés dans les réseaux, qui soient valorisés en tout cas. Et donc, évidemment, la rentabilité est un sujet. Je ne peux pas vous donner de taux comme ça, parce que ça va être aussi très dépendant du risque. Mais ce qui est certain, c'est, je vais vous donner un exemple. Là, on est en train de discuter sur une entrée au capital avec un porteur de projet de méthanisation. On met autant de fonds propres que lui. Enfin, et ces fonds propres, c'est une petite partie en capital et une grosse partie, quasiment 80%, en compte courant d'associés. Ce qui fait qu'on est assez peu, enfin on ne détient que 15% du capital, mais on apporte autant que le porteur de projet. Et on travaille avec lui parce que effectivement, il aimerait bien pouvoir racheter les parts de la SEM à terme, que les comptes courants d'associés, en fonction des discussions qu'il a avec les banques, il est en capacité de les rembourser au bout de 5 ans, sur telle durée. Tout ça, c'est des choses qu'on discute ensemble. On est assez souple. La différence avec peut-être des obligations et d'autres acteurs où vous allez être assez, entre guillemets, contraint par la durée, les modalités de remboursement. Ici, on discute vraiment sur qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme accompagnement pour le financement. Par contre, la contrainte de la SEM, c'est qu'on rentre au capital, forcément. Si on veut notamment prêter sous forme de compte courant d'associé, il faut qu'on soit associé. Donc ça, c'est la contrepartie de cette souplesse liée au financement. Donc, pour ce qui est de la rentabilité, de toute façon, on sait très bien qu'un projet de méthanisation est un projet qui évolue et que le business plan qui est réalisé en début de projet va varier, va évoluer, va s'améliorer ou se dégrader, mais on espère qu'il va s'améliorer. Et globalement, on n'analyse pas un projet de méthanisation comme un projet photovoltaïque, où là, on connaît assez facilement le capex à l'entrée, le productible, la quantité de soleil ne va pas bouger, la technologie, elle est fiable et stable. Donc là, on va regarder moins le risque, forcément, vu qu'il n'y en a quasiment pas, et plus la rentabilité. Sur un projet de méthanisation, on va davantage regarder le risque que la rentabilité, puisque de toute façon, on estime que le porteur de projet va s'engager, s'investir pour avoir un rendement de 7, 8, 10%, le plus possible, j'imagine. Et donc, ça va être dans nos critères. L'heure passe vite. Allez, dernière question, monsieur. L'année prochaine, on aura la même année que cette année. Quand vous êtes dans des zones où vous n'avez pas d'eau, et vous avez beaucoup, avec la Somme, le Pas-de-Calais, l'Oise, beaucoup d'agriculteurs qui font de la pomme de terre et des légumes, comment vous allez faire pousser les deuxième ou troisième récoltes? Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Alors donc, les méthaniseurs qui sont avec les produits animaux et des fermes d'élevage, moi ce que je voudrais savoir, c'est à quel seuil de rentabilité vous mettez un projet? C'est combien d'hectares faut-il pour amener de la matière dans le digesteur? Ça, c'est important. Et quelle matière? Parce que sinon, vous allez en faire partout des méthaniseurs. Vous allez nous assoiffer les terres et vous allez nous demander de l'eau pour faire pousser les récoltes pour aller mettre dans le méthaniseur. Donc, c'est le chat qui se mord la queue et on n'arrivera pas à ça. Parce que là, vous allez avoir un grave problème. Je ne suis pas écolo, je suis juste réaliste dans la chose parce que... On va essayer, on me fait signe que le temps imparti... D'accord, alors merci. Donc effectivement, nous aujourd'hui on était là plus pour parler au niveau de l'accompagnement du projet, de sa façon de l'accompagner. Maintenant on a Xavier Tétrel de la Chambre qui est là et qui donc lui pourra répondre plus à même sur les aspects techniques. Je vais lui laisser la parole très
très rapidement. Ouais. Écoutez, on me fait signe que notre temps est terminé. En tout cas, on vous remercie de votre écoute, on vous remercie de vos nombreuses questions. On sera bien évidemment disponible sur nos stands pour vous accueillir et répondre plus précisément à vos questions, soit aborder d'autres sujets, soit répondre à des questions personnelles. Ouais, je crois que le maître mot, c'est la coopération, c'est l'association, associer l'ensemble de vos partenaires pour mener à bien ces projets. J'aimerais juste conclure pour vous dire que vous avez compris que GRDF animait la filière. Le financement est un sujet aujourd'hui et surtout un sujet de demain. On va animer un groupe de travail avec Sébastien au sein du Corbi. Donc voilà, sachez-le, on réfléchit avec l'ensemble de la filière sur comment accompagner le financement et on en fera part évidemment aux porteurs de projets. Merci de votre écoute.